J'ai touché des salaires que je n'ai jamais touchés pendant ma grossesse. Je suis allée jusqu'à 10 000 € enceinte. Ouvrez bien vos oreilles là, parce que là, c'est de la masterclass. À 18-19 ans, tu voulais déjà investir. 19 ans, je sais pas, on va aller en boîte de nuit, on veut s'amuser. Alors, je sortais aussi, mais je savais qu'il faut préparer l'avenir aussi. Je voulais avoir des enfants tôt, et donc forcément, il fallait coffrer avant. Quand tu as dû te lancer, ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais une jeune femme comme ça, tu veux lancer un business? Mais non, prends ton CDI. Par mon entourage, en vrai, mes parents, ils me connaissent, ils connaissent mes folies. En fait, mes parents m'achetaient des Malabas et je leur revendais après le tatou 20 centimes. J'aimerais aussi investir en Guadeloupe. Là-bas, il y a tout à faire en Guadeloupe. Il y a une grande problématique aux Antilles. Il y a plein de biens qui sont à la vente parce que les successions n'ont pas été faites. C'est les grandes bâtisses, ils sont en train de mourir, ils sont en train de dépérir alors qu'on peut les récupérer et les exploiter. Un SMIC, c'est pas 1 200 €. Ça, c'est l'État qui t'a dit que ton SMIC, c'est 1 200, 1 300 €. Mais tu dois sortir. Je disais même à mon mari, bon là, mon SMIC, c'est 3 000. Mon SMIC, c'est 5 000. Yes. Voilà, tu as augmenté tes standards en fait. Bonjour à tous sur notre nouvel épisode de Imo Mindset Révolution. Et pour ce nouvel épisode, on a une invitée de marque, dans la personne de Lovely. Lovely, comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast. Merci à toi. J'avais envie en tout cas de commencer à féminiser un petit peu le podcast parce que tout le temps on parlait, Jonathan et moi. On avait besoin d'inviter d'autres personnes pour avoir d'autres points de vue. Est-ce que tu peux te présenter, Lovely, nous dire un petit peu ce que tu fais, qui es-tu? Ok. Bonjour, je m'appelle Lovely, j'ai 24 ans. Je suis maman de 2 garçons et j'ai un concept bien-être. Yes. Voilà. Et depuis combien de temps tu as ce concept bien-être? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans maintenant. D'accord. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce concept? Ok. Alors en fait, c'est un concept. Donc, je propose soins du visage, soins du corps. Donc, je fais pas mal de prestations, notamment dans le soin du corps, donc drainage lymphatique, madérothérapie, voilà, tout ce qui est au niveau du corps. Et là, bientôt, je vais me former aussi pour le maquillage permanent, donc pour les sourcils. Et je fais également des événements bien-être et j'ai déjà fait aussi des séjours bien-être. D'accord. Voilà. Mais c'est du coup ton concept, tu accueilles aussi les hommes ou seulement les femmes? Comment ça se passe? Alors moi je fais que les femmes. Cependant je fais aussi des massages duo. Donc là dans ce moment-là, j'ai une autre collaboratrice qui fait les hommes aussi avec moi. D'accord. Voilà. J'ai remarqué que le domaine du bien-être c'est quelque chose qui marche bien en ce moment, surtout qu'on est très stressé. Et finalement, les gens ont besoin de plus en plus d'avoir ces moments pour eux. Qu'est-ce que tes clients te disent par rapport à ça? Ça, c'est vrai. C'est vrai. En ce moment, il y a vraiment un essor de personnes qui veulent sortir en fait, de leur quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui viennent après leur travail se faire masser. Et en vrai, ça apporte une touche de... je travaille, mais j'ai le droit de vivre aussi. Je prends soin de moi. Et beaucoup de personnes qui sont aussi... limite du burn-out et qui se disent ok, j'ai besoin d'aller me faire masser avant que ça dégringole quoi, vraiment. En fait, on peut dire que t'es d'utilité publique. Parce qu'avec tout le stress qu'on a aujourd'hui, très franchement, moi en plus, à chaque fois que je vais en voyage, la première chose que je fais, déjà, je vais toujours sélectionner un hôtel où il y a un spa. Et dès que je dépose mes valises, la première chose que je fais, c'est que je me dirige vers le spa pour avoir un moment de détente. Et ça me met vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'essaie aussi de mettre en place avec le massage en entreprise. Parce que c'est vrai que ça apporte vraiment une touche en plus, une motivation, quelque chose on se sent bien là où on travaille, quoi. Et en plus, en entreprise, en général, on a parfois des mauvaises postures. Et c'est important d'avoir un temps de bien-être. Et en plus, le fait de faire venir une masseuse ou un masseur dans l'entreprise, ça prouve aussi qu'on se soucie du bien-être des personnes qui travaillent avec nous. Donc, je trouve que c'est un truc qui est super. Et je veux savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneuse? Entrepreneuse ou dans le massage Peu importe, parce qu'après on parlera d'autres choses, mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être entrepreneuse et on va dire aussi dans le secteur du massage. Ok, alors en fait j'ai été, après mes études, j'ai eu un enfant et donc je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Ok, tu as cet enfant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas travailler? Tu subviens aux besoins de notre famille, etc. Ou est-ce que tu en profites pour créer ton entreprise, profiter de ton enfant en même temps? Donc voilà, il y avait ces 2 choix qui s'offraient à moi. Je me suis dit,
bon, moi, je vais faire quelque chose qui me plaît. En vérité, je m'étais jamais posé la question sur le massage. Puis un jour, je rencontre une personne qui me dit, bah, tu sais, le monde du bien-être, c'est en train d'évoluer, etc. Va te former. Donc, je vais sur Internet. Je trouve une formation en Espagne. Je fais un aller-retour. C'est la première fois que je laisse mon fils. Il avait 5 mois. C'est-à-dire que toi, enfin, voilà, tu t'es dit, tu vas te lancer dans le massage. Et t'as pas hésité à prendre ton billet, à aller en Espagne. Oui. Et du coup, tu es parti avec ton fils à ce moment-là ou Non, tu l'as fait garder? Bah, il avait 5 mois. On était en pleine période de Covid en plus, donc il fallait faire le test PCR, etc. Wow. Tout ça, ça s'est passé vraiment en laps de temps de une après-midi. Ça s'est passé en une après-midi. J'ai fait rouler mon cerveau très très vite. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis posée. Je me suis dit, vas-y. Prends cette formation. Dans tous les cas, c'est un investissement. Même si tu veux pas créer ton entreprise, finalement tu veux pas continuer, c'est pas grave. C'est un investissement et le massage c'est quelque chose que tu fais avec tes mains en fait. Ton corps, c'est l'outil de travail. Donc je me suis dit, let's go. J'ai fait mon test PCR. J'ai demandé à une collègue de m'accompagner en Espagne. On a fait l'aller-retour en 2 jours. Et puis me voilà retournée en France et je me suis lancée. J'ai eu ma première cliente, donc je me suis entraînée toute la semaine. J'ai eu ma première cliente au bout de 7 jours. Ah ouais, ça allait vite, hein. Ça allait vite. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se disent, voilà, j'ai un enfant, c'est un frein, j'ai pas forcément le temps, je suis fatiguée. Je suis stressé et en fait finalement toi tu t'es dit voilà c'est le moment justement de pouvoir se lancer, j'ai un temps de pause et t'es parti jusqu'en Espagne. Donc déjà fallait avoir le mindset, mais d'où tu sors ce mindset là parce que globalement c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ça. Bah, en vrai qu'est-ce qui t'a forgé en fait? Qu'est-ce qui a forgé ton mindset? Je pense c'est dans l'éducation. C'est vraiment dans l'éducation. Mes parents enfin, j'étais responsable très très tôt. Je suis restée seule. Mes parents travaillaient tous les deux sur Marseille et moi étant plus loin. Donc on habitait un peu plus loin que Marseille. Donc je restais toute seule chez moi. Et puis mes parents m'ont dit tu fais ça, tu te débrouilles, hein, tu te débrouilles tout le temps, tu te débrouilles. Tu fais ça, tu te débrouilles tout le temps. Et en vrai ça m'a beaucoup aidé dans tout. Et en vrai on peut se servir que par nous-mêmes en fait. J'avais pas forcément. En fait, il faut réussir par nous-mêmes, c'est ça. C'est étonnant en fait le nombre de personnes qui se sont lancées pendant le Covid. Et j'ai envie de dire, si tu t'étais pas lancé pendant le Covid, c'est que vraiment tu n'étais pas motivé. Parce que c'est vraiment un espace où on avait du temps pour nous, on avait du temps pour se poser et réfléchir et lancer des choses. Moi-même pendant le Covid, c'est là que je me suis lancé dans le trading, c'est là que j'ai appris à développer des outils digitaux, c'est là que j'ai pris plein de formations et franchement ces temps-là en fait c'est les temps vraiment très très importants pour pouvoir se lancer. Mais en tout cas voilà, toi t'as vu qu'il y avait le Covid, on était confinés, mais tu t'es dit quand même je vais en Espagne, je vais aller me former. Non, c'était complètement fou. Et du coup t'as dit qu'en fait très rapidement t'as eu des premiers clients. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, je me suis dit, en fait, j'étais vraiment à 100% dedans, je travaillais pas. Et puis je me suis lancée dedans, c'est soit je me lance à 100%, soit je fais pas. Donc, j'ai commencé à avoir ma première cliente. Et puis ça s'est enchaîné. Je pense bien 2-3 mois après, je gagnais déjà ma vie dans le massage. Incroyable. Ouais, franchement, ça a été très rapide. En 3 mois, tu étais rentable. Oui. En 2 mois, en un mois et demi, j'avais rentabilisé ma formation. Et après, en 2-3 mois, je vivais réellement du massage. T'avais coûté combien cette formation? Tu t'en souviens un petit peu? Oui, 1300. 1300. Ouais, voilà. 1300. Voilà, 1300 € pour commencer à générer un bon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'avec 1300 €, on se forme 2 jours, on revient, on enchaîne. C'est ça. Et aujourd'hui, quels sont les aspects les plus gratifiants de ce que tu fais dans ton travail? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles le matin, tu te dis, ah franchement, ce que je fais, c'est super bien? Déjà, je me mets même pas dans la tête que je travaille. Pour moi, mon travail, c'est vraiment... C'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je partage, j'échange avec des femmes. Et puis, en fait, il y a des personnes qui se rendent compte, qui arrivent et qui se disent, oui, tout va bien, etc. dans ma vie. Elles s'allongent sur la table de massage et puis, en fait, elles voient qu'elles ont plein de tensions. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et c'est là qu'elles prennent conscience réellement de leur corps, qu'il faut qu'elles s'occupent d'elles. Et ça, c'est trop bien. De se dire qu'on prend soin de personnes. Des fois, on redonne même confiance. On est cette touche qui permet de dire,
hey, t'es pas qu'une femme pour travailler ou pour s'occuper de tes enfants, mais t'es aussi une personne à part entière, quoi. Tu dois t'occuper de toi, tu dois t'aimer et tout. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est super. Franchement, c'est extraordinaire ce que tu es en train de raconter. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être inspirées par ton parcours. Et on va parler un petit peu aussi d'immobilier. Ouais. Je sais que tu es investisseuse, je sais que voilà, tu t'es formée, enfin, je sais que tu n'hésites pas en tout cas à te former dans l'immobilier. Et je sais que tu as investi dans un bien très très jeune. D'ailleurs, tu avais 21 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu dans quelles conditions tu as pu faire cet investissement? Alors, en fait, je voulais déjà investir dans l'immobilier à 18-19 ans. Je commençais déjà à rechercher vraiment pour pouvoir acheter. À 18-19 ans, tu voulais déjà investir. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas monté comme tout le monde. 18-19 ans, je sais pas, on va aller en boîte de nuit, on veut s'amuser, on veut sortir. Mais toi, tu te dis, je veux investir dans l'immobilier. Alors, je sortais aussi, mais je savais que, en fait, j'avais toujours ce besoin il faut préparer l'avenir aussi. Je savais que je voulais avoir des enfants tôt et donc forcément il fallait coffrer avant pour que quand j'ai mon enfant, même si je travaille pas, ça irait. Donc je me suis dit vas-y, je commençais à chercher des biens. Je voulais mettre en CDI, finalement ça s'est pas fait. Donc j'ai été en licence et pendant cette licence-là, j'ai continué à coffrer, je coffrais. Et à chaque fois, en fait, je me donnais des objectifs à chaque fin d'année. Cette fin d'année-là, tu dois avoir tant sur ton compte. Cette fin d'année-là, tu dois avoir tant sur ton compte. Et puis en 2021, j'ai dit bon là, ça fait trop d'années que j'ai loupé. Je me suis dit ça fait quand même déjà 2-3 ans que tu parles de ça, il faut vraiment que tu agisses. Donc j'ai mis des alertes sur le Bon Coin, tout le temps, des alertes. Et je me suis dit vraiment, ça s'est passé, ce laps de temps, ça s'est passé en une semaine. J'ai dit, et tu t'es limité. Parce qu'en fait, moi, je regardais Miramas, Marseille, les alentours. Je n'avais pas regardé de l'autre côté, Nîmes et tout. J'ai dit, ok, ouvre juste un petit peu, élargis ton champ de recherche. C'est ça. J'ai élargi mon champ de recherche et là, d'un coup, bam, je vois des biens qui étaient à des prix que j'avais jamais vu sur le marché. Je suis allée visiter, ça s'est passé vraiment en une semaine. J'ai élargi, j'ai vu directement, j'ai contacté la personne. J'étais dans les premières à avoir visité. Je suis venue avec l'offre déjà. Je suis venue avec l'offre écrite à la main. J'achète, etc. J'achète cash le bien. Waouh! Et là, t'es venue avec une mallette directement. J'ai dit à la propriétaire, je suis venue avec la lettre d'achat et tout. J'ai visité, j'ai dit ok, c'est bon. Et je lui ai donné, elle était choquée. Ok. C'est ça. Donc là, on était 6 à avoir visité ce jour-là. Elle venait juste de faire les premières visites, on était 6 à avoir visité. J'ai dit n'hésitez pas à me tenir au courant. On sort, on rentre chez moi et le soir même, à peine je suis arrivée, j'ai posé un pied chez moi. Elle me dit ok, c'est bon, on accepte. On accepte. J'ai dit. C'est incroyable. Waouh. Mais c'est tellement important ce que tu dis. Et ça, je l'explique souvent aux clients. Tu sais, parfois, en fait, ils veulent vraiment rester un petit peu dans leur zone. Ils se disent, voilà, si j'investis, s'il y a un pépin, il faut que voilà, je puisse y aller tout de suite. Il faut que ce soit à côté, il faut que ce soit mon voisin, il faut que ce soit en face. Mais en réalité, lorsqu'on élargit un petit peu son spectre, on se rend compte qu'on peut trouver pas mal d'opportunités. Et finalement, c'est ce que tu as fait. Tu t'es dit que, voilà, je vais aller voir dans des villes peut-être qui sont un petit peu plus en développement, où il y a peut-être un peu de travaux à faire, où on peut un peu aller chercher un petit peu plus de la négociation. Et après, bon, c'est vrai que tu es arrivé avec un argument de choc, c'est que tu es arrivé en cash. Tu vois, tu es arrivé avec ta mallette de cash, donc forcément, tu dis à un client, le cash, ça accélère les ventes. Et moi, dernièrement, justement, j'avais aussi un client qui voulait acheter un bien, c'est un F4, il était affiché à 100, de mémoire, il était affiché à 120 000 euros, mais ils étaient pressés de vendre. Et ce que j'ai fait, en fait, j'avais un client qui avait du cash, qui avait 100 000 euros de cash qui traînait sur les comptes. Il faut savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui laissent des 100 000 euros traîner sur les comptes. Et tu sais, avec l'inflation, on a la valeur de l'argent qui baisse. Tu as beau le mettre sur un livret A à 3%, c'est vrai, mais tu as une inflation qui a plus de 3%. Donc finalement, tu perds de l'argent. J'ai dit à mon client, mais écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu puisses acheter un bien en cash. Il m'a dit ouais, mais avec 100 000 euros, qu'est-ce que je peux acheter? Et j'ai réussi en fait à trouver en fait en région parisienne un bien qui était affiché à 120 000 et on l'a négocié à 94 000 en cash. On est arrivé à 94 000. Après, l'avantage c'est que le propriétaire en fait son bien était déjà payé depuis des années et il était pressé. On s'est dit voilà, on peut boucler l'affaire en un mois. Donc
c'était un peu difficile, on avait dit 90 au début. Après, on s'est battu, on est arrivé à 94 000. Il a signé et en un mois et demi, c'était réglé. Et aujourd'hui, il tire, on a fait de la coloc dessus. Donc, il a un cash flow d'environ 1 200 € par mois. Wow. Donc, c'est vrai qu'avoir du cash, c'est vraiment une force. Mais justement, comment tu as fait pour avoir ce cash-là? Quelle discipline tu t'es donné? Parce que tu avais 21 ans, tu vois. Les gens, ils peuvent se dire, c'est quoi ce truc-là? Elle faisait du trafic, elle était où? Elle me parle de Marseille et tout. Est-ce qu'il y avait des liens? Donc voilà, comment tu as fait justement pour avoir ce pécule pour pouvoir investir? J'ai travaillé pendant mes études, donc j'étais pendant le BTS, même avant le BTS. Je faisais les centres aérés pendant les vacances. Après, même en dehors des vacances, je travaillais tous les week-ends au restaurant et tout l'argent qui rentrait, ça sortait pas en fait. Et aussi, je faisais, j'ai du coup initié ma mère à rentrer dans le business aussi afin de pouvoir participer au développement. Donc, du coup, ma mère coiffait et moi, avec l'argent de la coiffure, je pouvais partir, profiter, sortir, m'acheter des habits, etc. Et tout l'argent que je travaillais, je le mettais sur mon compte et j'y touchais pas. En fait, pour moi, l'argent qui est rentré sur mon compte, je me disais, fais comme s'il n'existe pas. C'est pour après. Donc, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'encourage les gens, en tout cas les jeunes, à bosser parce qu'au final, au plus tu bosses, moins tu as de temps pour aller dépenser ton argent. Ça, c'est vrai. Bon, le but, c'est pas de se tuer la santé, mais je me dis juste, lorsqu'on est jeune, en fait, on est vigoureux, on a de l'énergie, on a de la force. On n'a pas encore forcément tout de suite le mari, les enfants. Bon, toi, après, au fur et à mesure, tu as eu les enfants très tôt, mais toi, tu avais déjà le mindset. Mais à chaque fois, je dis aux jeunes, vous êtes chez les parents. Voilà, vous n'avez pas forcément encore la grande situation avec l'appartement à payer. C'est là qu'il faut aller au charbon. C'est là qu'il faut charbonner, c'est là qu'on fait de l'argent. Et en plus, au plus on travaille, au plus voilà, on est occupé. Après, bien sûr, il faut avoir des temps de détente. On n'est pas des robots, il faut se détendre. Mais en tout cas, toi, tu as réussi à avoir cette discipline-là qui t'a permis de pouvoir épargner très tôt et acheter. Et du coup, toi, en termes d'immobilier, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ça va être quoi le prochain mouvement? Est-ce que la prochaine fois, tu partiras sur le levier, on va dire, du prêt immobilier, sachant que voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant. Si on a un petit peu d'apport d'aller sur du levier, mais c'est quoi tes objectifs, en tout cas, sur l'investissement? Oui, là, le but, c'est de pouvoir... je regardais les immeubles de rapport, c'est vrai qu'on en avait parlé. On en avait parlé, ouais. Et je regardais les immeubles de rapport parce qu'il y en a pas mal ici dans le coin. En vrai, je connaissais pas ça. Cette zone-là, c'est où là, j'ai commencé à prospecter. Là, bientôt, on va faire du carnage ici. Non, il y en a pas mal. Et en vrai, c'est un secteur à pouvoir acheter, quoi. Donc là, on va voir, je suis en train de regarder pour un appartement, mais cette fois-ci, là, ça sera dans le secteur plutôt. Ok. Qu'est-ce que tu penses des concepts? Parce que toi, étant donné que toi, tu as monté ton concept, il y a un concept qui se fait pas mal en région parisienne, je sais qu'il se fait aussi en province, où en fait, on va acheter un appartement, ils appellent parfois ça des love rooms ou des spas, et ça a l'air de bien fonctionner, ça. Est-ce que dans le secteur, il y en a? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais développer, étant donné que voilà, tu t'y connais un petit peu du coup dans le secteur? Franchement, il y en a pas mal. Et ça se développe de plus en plus, justement, ce type de love room, tout ça, là. Et c'est pas forcément un concept que je voudrais faire, mais ouais, c'est à voir. C'est à voir en vrai parce que c'est tellement plus rentable au niveau de la rentabilité. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est à voir. En vrai, c'est à voir. Parce que moi, j'ai une cliente là justement qui a acheté un studio il y a pas longtemps. Elle a fait ce concept-là. Et franchement, elle loue beaucoup plus cher que si elle le louait ça c'est clair. En classique. C'est étonnant parce que c'est vrai que quand on regarde le prix des chambres d'hôtel et on voit qu'à prix équivalent, on va avoir un jacuzzi, on va avoir un spa, on va avoir voilà, une grande télé, Netflix. Après, bon, chacun a son concept. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de rentabilité. Toi, ce qui t'intéresserait plus, ce serait de la location classique, plutôt courte durée. Comment toi, tu te vois ça en termes d'investissement? Je voyais un petit peu de tout. Un petit peu de tout parce que j'aimerais aussi investir en Guadeloupe, qui est ma terre là-bas. Donc, j'aimerais faire ce concept-là de Love Room, etc. Plus en Guadeloupe pour pouvoir mettre aussi ce côté massage, en fait, faire un grand... Ah, mais là-bas, il y a tout à faire en Guadeloupe. En plus, il y a énormément
de foncier à récupérer parce que il y a parfois aussi les biens des grands-parents qui n'ont pas été rénovés, qu'on a la possibilité de récupérer et rénover. Et parfois aussi, il y a une grande problématique aux Antilles, c'est qu'en fait, il y a plein de biens qui sont à l'abandon. Parce que les successions n'ont pas été faites, parce que les frères et sœurs ne se sont pas mis d'accord. Et franchement, même moi, à un moment donné, je voulais aller là-bas et aller faire du sourcing, aller récupérer ces biens-là, parce qu'ils sont là. C'est des grandes bâtisses, ils sont en train de mourir, ils sont en train de dépérir, alors qu'on peut les récupérer, les rénover et les exploiter. Donc, ce serait intéressant de faire ça. Et toi, ce serait à moyen terme que tu voudrais faire quelque chose en Guadeloupe? Là, on a commencé, on a un petit studio là maintenant en Guadeloupe. On a un petit studio justement, c'est pas très très grand, 25-30 mètres carrés à peu près, déjà. Je pense. Et là, pour l'instant, c'est juste un studio normal, mais oui, après, ça serait par la suite, parce qu'on a des grandes maisons et ça, on peut les diviser, etc. Donc ça serait sur du court terme. Quand même. En plus, il fait beau toute l'année. Il fait beau toute l'année là-bas. On est en France. On peut aller passer sa retraite là-bas. Moi, très franchement, je me vois pas rester en France, faire ma retraite en France. Toi, tu te verrais où, toi? Je sais pas encore. Mais en tout cas, je sais que je vais pas mal bouger quand même. Ouais. T'aimes bien voyager déjà? Ouais, j'ai beaucoup voyagé déjà. Un peu de partout. Thaïlande, Afrique du Sud, Miami, etc. Mais c'est vrai que les îles, c'est pas mal quand même. Parmi tous les voyages que tu as pu faire, quel est le pays qui t'a le plus inspiré ou là tu t'es dit, là franchement ils ont un mindset, c'est extraordinaire, où j'ai appris des choses ou La Thaïlande et l'Afrique du Sud, c'était 2 voyages complètement différents, mais ça m'a appris énormément de choses. Thaïlande par rapport au business, parce qu'il y a quand même pas mal de business là-bas, pas mal même de choses qu'on peut faire, des choses qui nous inspirent. Et aussi l'Afrique du Sud, plutôt, ça c'est un peu différent, mais parce que j'ai fait un BTS tourisme, donc forcément il y a ce côté touristique que j'aime. J'aime beaucoup créer des voyages, etc. Ça m'a permis de pouvoir exploiter ça. Et quel business précisément que tu as pu voir en Thaïlande, mis à part les salons de massage, parce qu'on sait que c'est les rois du monde dans les massages, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est vrai que moi, la Thaïlande, ça a toujours eu une connotation bizarre, c'est pour ça que j'ai toujours eu peur d'y aller. Mais je sais qu'il y a un côté Thaïlande, il y a même un côté assez familial sur les îles, je crois, de Koh Samui, où il y a pas mal de familles qui sont venues s'installer. En plus, on va dire qu'on peut s'installer pour pas cher. C'est ça. Vraiment pour pas cher, on peut. Par exemple, la location, au moins, même à l'année, en vrai, ça revient pas cher. Des appartements de luxe pour même 300 € par mois, des trucs comme ça, c'est incroyable. Mais par exemple, dans la nourriture, des business dans la nourriture, des concepts vraiment style restaurant, mais plus élaborés. Franchement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts au niveau de la nourriture qui viennent d'Asie et en fait qu'on peut reproduire aisément ici. Ne serait-ce que moi, je sais que j'ai un cousin à moi qui était venu à l'époque avec le concept de bubble tea à Paris, alors que ça n'existait pas du tout. Et franchement, c'était extraordinaire, quoi. Des espèces de graines de tapioca là, avec des différents goûts. Et on se rend compte que le fait de voyager, ça ouvre encore plus le mindset, ça ouvre l'esprit à d'autres choses. Parce que parfois, en fait, nous en France, on pense qu'on connaît tout, qu'on connaît tout, surtout les Parisiens. C'est très parisien ça. On connaît tout sur tout, tout est à Paris. Et alors que lorsqu'on voyage un petit peu, on découvre des choses. Moi, je sais que le voyage qui a plus ouvert à mon esprit, c'était les États-Unis. Sans rentrer dans les clichés, avec le rêve américain. Mais la première fois que je vais aux États-Unis, c'est à New York et je vois tout en grand. C'est-à-dire que les bâtiments sont grands, les gens sont grands et larges. Les voitures, les routes, tout. Les routes. Je dis, mais attends, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On a raté un épisode. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des mecs qui se disent, en fait, cette tour-là, elle va faire 100 étages. Et puis, tu sais quoi, on va pas en faire une seule, on va en faire 2. Puis 3. Et en fait, franchement, ils sont dans un mindset qui fait que globalement, tout le monde travaille. C'est normal d'avoir 2 jobs. C'est normal d'avoir un gros 4x4, un gros véhicule. Et j'ai un ami justement à Miami qui me disait, mais Gérald, tu sais pourquoi moi je roule en 4x4? Parce que tu sais, vous chez vous, vous avez les égouts. Nous, quand il y a les inondations, les voitures elles sont inondées. Donc il faut absolument qu'on ait un 4x4. Et en plus de ça, ça fait plus de sécurité, s'il y a des accidents, tout ça et tout. Et moi, les États-Unis, c'est vraiment un pays vraiment qui m'a impacté.
parce que en plus, à n'importe quelle heure, tu peux aller manger, tu peux aller au coiffeur. Et franchement, c'est ce qu'on, enfin, j'ai pas envie de dire ce qu'on devrait faire en France, parce que je sais que je vais encore m'attirer des foudres, parce que oui, les 35 heures, le repos, des choses comme ça, on peut se comprendre. Mais on voit quand même que ce pays-là, finalement, il dort pas. Il dort pas. Les gens, ils sont là, ils enchaînent, ils repartent, et franchement, ça envoie du très très lourd. C'est ça. Et en plus, pour une petite anecdote, lorsque j'étais plus jeune, en fait, j'ai voulu, parce que voilà, j'ai tombé amoureux des États-Unis, et j'ai voulu en fait ouvrir un business en Floride, à Orlando. J'avais rencontré en fait un Américain qui était plus jeune que moi en plus à l'époque, et lui en fait, c'était incroyable, il avait un mindset. Il habitait à Orlando, et tous les week-ends, il allait à New York dans les matchs de basket pour vendre des casquettes. Wow. Et le mec déjà, il faisait du $5 000. Wow. Il avait 19 ans, il faisait du $5 000 par mois. Et à l'époque, en fait, il a trouvé un business de récupération de taxes. Il faut savoir que à l'époque, aux États-Unis, l'impôt était déjà pris à la source, comme on le fait en France. Et tu devais faire ta déclaration pour expliquer que finalement, selon tel texte de loi, je vais pouvoir récupérer de l'argent. Et en fait, on avait remarqué que la communauté haïtienne, qui est bien développée en tout cas à Orlando, en fait, ne faisait pas appel à ces services-là. Et en fait, finalement, ils réclamaient jamais l'argent. Donc, il y avait plein d'argent perdu. Donc, on devait créer un bureau de récupération de taxes et on allait prendre une commission là-dessus. Donc, on fait le business plan, on était à fond, tout ça et tout. Mais j'explique à mes parents, bon, papa, maman, je vais partir aux États-Unis. Les parents, ils ont pété un câble, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Nous, on vient du bled et tout, il y a tout en France, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas aller laver des voitures? Je fais, non, je vais pas faire ça, papa, je te jure, j'ai un vrai business, tout ça et tout. Et à l'époque, j'ai pas pu y aller. Parce que, en fait, voilà, mon père était pas trop OK avec ça. Mais j'ai toujours dit, en fait, je peux pas rester en France. C'est pour ça qu'après ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé, États-Unis, Dubaï, et j'ai essayé quand même de développer des business. Mais c'est vrai que j'ai envie, en fait, pourquoi j'explique ça? Parce que j'ai envie d'encourager un jeune aujourd'hui, peut-être qui hésitait à se déplacer parce que les parents disaient non, tout ça. Bon, à l'époque, j'écoutais mes parents. Je dis pas qu'il faut pas écouter ses parents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les parents. J'ai dit juste qu'à un moment donné, il faut se lancer. Il faut essayer de faire des choses parce que parfois l'entourage, c'est compliqué. Hein. Et je pense que même toi, quand tu as dû te lancer, ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais une jeune femme comme ça, tu veux lancer un business? Mais non, prends ton CDI. Prends le CDI, Lovely, c'est là que tu vas réussir. C'est clair que moi, je vraiment par mon entourage, en vrai, mes parents, ils me connaissent, ils connaissent mes folies depuis que je suis toute petite. Papa, va vendre du jus de citron devant le portail, va faire un truc tout le temps. Je vendais même, en fait, mes parents m'achetaient des malabars et je leur revendais après le tatou 20 centimes. Pour me faire des petites pièces quand j'étais petite. Incroyable. Je leur dis, vous voulez m'acheter mon tatouage et tout, je le vends 20 centimes. Mais moi, bon, c'était parce que c'était mes parents qui me l'achetaient, etc. Mais j'avais toujours ce truc de revendre. Donc, ils m'ont jamais mis de limitation. Fais ma fille, fais, et tu verras. Parce qu'en vrai, si tu fais pas, tu peux pas savoir. Exactement. Donc, j'ai eu cette grâce-là que mes parents m'ont toujours appuyée, m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Ça, c'est vraiment top. Et justement, toi qui as 2 enfants, qu'est-ce que tu vas leur inculquer comme valeur? Bon, je sais qu'on a déjà nos valeurs chrétiennes, voilà, mais qu'est-ce que tu vas leur inculquer comme autre valeur? Enfin, qu'est-ce qui est important pour toi de pouvoir leur transmettre? Exactement pareil. En vrai, par rapport même à l'argent, etc. Mon fils, il a déjà son porte-monnaie, il sait ses sous, pourquoi ses sous. Est-ce que tu peux rappeler l'âge de ton fils? Il a 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi. Et en vrai, je regarde même des vidéos d'avant. À un an et demi, il disait « ça c'est mes sous, ça c'est mes sous ». Et je lui disais, en fait, il savait déjà. Je lui dis, bon, avec les sous, il faut en garder un petit peu. Ça, tu peux aller prendre un jouet, mais il faut toujours en garder si tu veux acheter quelque chose plus tard, etc. Je lui mets bien ses valeurs et puis même il sait que je travaille. Il sait pourquoi je travaille. Tu sais, on travaille pour faire ça. On travaille pour faire ça. Et ça, il faut leur dire depuis petit. En vrai, il y a pas de. Les enfants ne sont pas bêtes ou ils ne pensent pas qu'à jouer, mais on peut leur apprendre de manière ludique aussi l'investissement. Ce qu'on peut faire aussi avec les sous parce que c'est ça qui nous permet de vivre aussi.
Mais c'est tellement important ce que tu dis. Parfois, on pense que les enfants sont beaucoup trop petits pour qu'on puisse leur parler de ce que l'on fait, de nos business. Ouais. Et moi, ce que je fais, c'est que très souvent, j'essaie d'amener mes enfants en rendez-vous avec moi. Je les ai ramenés chez le notaire, je les ai ramenés en visite. Et à chaque fois, en fait, mais leurs réactions, elles me font trop rire. Et dernièrement, en fait, j'avais fait une visite avec un client et j'avais laissé mes enfants dans la voiture. Parce que c'était, voilà, je restais pas longtemps. Et quand je rentre dans la voiture et tout, mon fils qui a 6 ans, il dit, papa, c'était bien une cliente à toi, hein, t'allais lui vendre un bien. Je lui dis, oui, c'est une cliente à moi. Et après, il dit à sa grande sœur, bah, t'as vu, je te l'avais dit et tout. Papa, il va lui vendre un appartement. Et franchement, ils ont déjà compris le concept. Ils savent que, bah, parfois, quand ils me voient pas, quand je suis en déplacement, ils savent ce que je suis en train de faire. Ils disent, ah, papa, t'es pas là parce que là, t'es en train de vendre un immeuble. Ah, t'es en train de vendre un bien. Ah, tu vas rencontrer des clients. Et en fait, tu les mets directement dans une dynamique qui fait qu'en fait, bah, travailler, c'est normal. Entreprendre, c'est normal. Lancer des choses et parfois, parce que je parle aussi à mes enfants pour de dire que, ah, tu sais, papa, il a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, papa, il va le faire d'une autre manière. Apprendre aux enfants qu'il n'y a pas de honte à l'échec et que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, tu peux le refaire d'une autre manière. Et c'est comme ça que j'essaye d'éduquer les enfants pour éviter justement qu'ils soient beaucoup trop mous, qu'ils aient peur de se lancer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des gens à l'heure où on parle qui ont peur de se lancer. Oui, ou qui ont peur aussi de l'échec, etc. Et c'est vrai, ben, comme tu dis, moi aussi, mon fils, j'emmène, même mon deuxième là, qui a seulement 3 mois, je pense qu'il a tout fait déjà avec moi, visite, etc. Et en fait, c'est de le mettre dans le bain directement. C'est pas à partir d'un certain âge que là, on va commencer à leur apprendre. C'est déjà un peu trop tard. Donc c'est vraiment top. Et ben, comme tu disais aussi, parce que je suis formatrice en massage aussi. Ça fait 1 an. Encore une autre casquette. Oui, c'est la seconde casquette. Et bah, donc pendant 1 an, l'année dernière, bah, j'ai quand même sacrifié 1 an avec mon fils pour pouvoir aller former de partout. Je suis allée former un petit peu de partout en France, en Suisse, en Guadeloupe, etc. Et mon fils, bah, je vais expliquer à chaque fois. Je dis, maman, elle n'est pas là. Je suis pas là cette semaine, mais parce que c'est pour avoir de l'argent, pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse acheter ça, pour qu'on aille voyager et tout. Et c'est aussi ça que je lui dis. Il dit, ah, tu vas prendre l'avion, ah, tu vas faire ci. Donc ça, c'est cool. En fait, il comprend. Il se dit pas, oui, elle m'abandonne. Il se dit, ok, elle fait ça parce que après, derrière, on va pouvoir aller dans une activité, on va pouvoir avoir une plus grande maison, etc. Et justement, comment tu voudrais faire évoluer un petit peu ton activité? Donc, tu as déjà ton concept, tu fais aussi des formations. Comment tu voudrais faire évoluer un petit peu ces business-là que tu as en ce moment? Bah, là, on va chercher un peu plus grand déjà. On va chercher plus grand. Parce que je travaille déjà avec des collaboratrices. J'ai 2 collaboratrices. Donc là, j'aimerais développer de nouvelles prestations dans le concept et m'implanter en Guadeloupe. Super. Voilà, la Guadeloupe. On a besoin de créer de l'emploi en fait, parce que parfois en fait, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup du gouvernement, il n'y a pas de travail, tout ça, mais finalement c'est à nous de créer de l'emploi. Oui, c'est à nous de créer des business, justement pour pouvoir employer peut-être ton cousin, ta cousine, un ami qui n'a pas une activité ou des jeunes des jeunes voilà qui cherchent justement qui cherchent qui se cherchent parce qu'ils savent pas dans quoi bosser, offrir des stages, offrir une opportunité de pouvoir se lancer. Tu expliquais que tu avais justement des collaboratrices. Comment tu arrives à gérer l'humain? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est comment tu arrives à gérer ça Alors j'ai pris exemple du coup de ce que je voulais pas. D'accord. Déjà je me suis dit ça, je veux pas ça. Moi, j'aime cet esprit d'équipe, qu'on partage, qu'il y ait de la communication et qu'elles se sentent aussi valorisées. Je suis pas, elles sont pas mes employées. C'est vraiment de la collaboration. Elles peuvent me solliciter pour des nouvelles idées. Elles peuvent me dire, et si on achetait ça au lieu de ça? Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment dans l'écoute, dans le partage. Les filles, j'aurais dit il y a pas longtemps, les filles, faut qu'on s'organise un resto, faut qu'on parle, faut qu'on sorte aussi. Ok, on travaille ensemble, mais j'aimerais bien aussi, qu'on voit une autre facette de nous aussi en dehors du travail, parce qu'il y a on a des valeurs qu'on n'arrive pas forcément à mettre en avant aussi. Et donc, moi, je suis dans cet état d'esprit de
il y a quelque chose dans chacun de nous de bon et qui est enfoui en nous et qu'il faut qu'on aille chercher cette valeur ajoutée pour qu'on le mette au profit d'autres personnes. C'est ça. Et justement, c'est dans ces échanges-là qu'on arrive à faire ressortir vraiment des choses hyper intéressantes. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien communiquer. À chaque fois que je vais rencontrer des gens, les gens ils disent que je suis très curieux, mais le fait d'échanger, ça permet vraiment de faire ressortir des choses qui vont nous permettre de développer des nouvelles idées. Peut-être qu'on pense à quelque chose, on se dit ah c'est peut-être bête, mais finalement je t'en parle, je te dis écoute, c'est pas bête ce que tu dis, mais par contre peut-être qu'on pourrait le faire comme ça. C'est ça. Et vraiment toujours rester. Moi je parle beaucoup d'enseignabilité. Je parle du fait d'être coachable. Il faut être coachable, même si je suis entrepreneur et que j'ai des collaborateurs qui bossent avec moi, il faut que je puisse rester coachable. C'est-à-dire que si lui, il est sur le terrain, il constate quelque chose, il se dit, écoute, j'ai vu ça, peut-être qu'on pourrait faire comme ça, peut-être que les clients vont mieux apprécier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir cette cohésion d'équipe. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi, je vais pas monter mon business parce que oui, quand tu as des collaborateurs, ils viennent quand ils veulent, ils se mettent en arrêt maladie. Et finalement, on se rend compte que si... il y a eu des statistiques, je crois, qui ont été faites par rapport au fait qu'au mieux, en fait, l'employé se sent bien et ça réduit drastiquement tout ce qui est arrêt maladie, parce qu'on va dire qu'il y a pas mal d'arrêt maladie, c'est parce que voilà, au bout d'un moment, le travail il me saoule, quoi. Exact. J'ai beaucoup de clientes qui me disent ah ben là je suis en arrêt maladie, j'en peux plus, je vais me mettre en arrêt maladie. Alors que moi, les filles avec qui je travaille, tu veux pas venir, elles bloquent leur après-midi, elles veulent pas venir travailler, ben elles veulent pas venir travailler. Je vais pas les obliger. Enfin, dès qu'elles doivent travailler, ben elles sont là, elles travaillent, elles prennent leur rendez-vous, etc. Si elles veulent pas travailler, ben c'est pas grave. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a des jours où on va faire autre chose. Et puis elles ont aussi leur business de leur côté. Donc c'est ok. Ça c'est ok. On a échangé ensemble l'autre jour et j'ai constaté que tu étais vraiment quelqu'un de généreuse. Mais qu'est-ce qui fait que tu es aussi généreuse et pourquoi tu le fais en fait? Pourquoi tu es aussi généreuse envers tes proches, envers ta communauté, voilà, c'est quoi le déclic? Parce que j'ai envie de dire ça, c'est un don. Mais est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce que voilà, comment en vrai, je pense que tout ça c'est par rapport à ma foi, parce que je suis chrétienne, donc je pense que tout ça vient de la foi. En vrai, je sais que tout ce que je donne, tout ce que je fais, forcément ça donne du bon pour les personnes qui le reçoivent. Et ouais, ça vient de là en fait. Et au plus j'avance et au plus je me dis, quand tu donnes aux personnes même des opportunités, parce que je prends aussi des stagiaires aussi dans le concept, je prends aussi des jeunes, pour leur montrer qu'est-ce que tu veux apprendre. Ils viennent dans le stage, qu'est-ce que tu veux apprendre. Je les prends pas en stage pour qu'ils fassent les soins, mais je sais qu'il y a des stagiaires qui voulaient créer leur entreprise. Viens, je vais te montrer, on va faire ça. Et le but, c'est de pouvoir donner. En vrai, il y a plus à donner qu'à recevoir. On a plus de plaisir, en tout cas, plus de joie, en tout cas à donner qu'à recevoir. C'est extraordinaire. Tu parlais justement de faire venir des stagiaires, des alternants. Moi, cette année, justement, là, j'ai repris des alternants. Ça fait longtemps que je n'en avais pas pris parce que, en fait, avant le Covid, j'avais 2 alternants et je prenais régulièrement des stagiaires. Et après le Covid, il y a eu le Covid, on a arrêté, tout ça, c'était assez compliqué. Je me suis dit, non, Gérald, là, à un moment donné, ça fait longtemps que tu n'as pas pris d'alternance, ça fait longtemps que tu n'as pas impacté des jeunes. Il faut vraiment leur donner une opportunité parce que beaucoup de ces jeunes-là, malheureusement, aujourd'hui, c'est tellement difficile. Enfin, ça a toujours été difficile, mais on dirait que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver une activité. Parce que les gens, ils ont peur de signer des salariés parce qu'ils ont peur des prud'hommes, ils ont peur des trucs. Mais j'ai envie de dire que ça fait partie des risques des entrepreneurs, en fait. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer, faire travailler des jeunes. Et Dieu merci, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui sont motivés à travailler. Ah oui. Là, les jeunes que j'avais pris du coup cette année en stage, ils ont eu des révélations de se dire, mais en fait, je veux vraiment travailler pour moi. Je veux vraiment donner mon savoir-faire, apprendre des choses. Enfin, c'est super gratifiant qu'une personne a fait un stage d'1 mois avec toi et elle ressort et se dise, waouh, en fait, je sais que j'ai une valeur en moi que je vais pouvoir exploiter. Et ça, c'est trop bien. Super.
Et je sais que toi aussi, tu aimes bien te former. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, voilà, je suis parti en Espagne. Ouais. Je sais aussi que tu as fait aussi une formation dans l'immobilier, plusieurs formations dans l'immobilier. Tu as fait des formations de mindset. Quelle est la place de la formation dans ta vie et quelle est l'importance? Bon, je sais que c'est important, mais pourquoi tu mets autant d'importance dans la formation? Parce qu'en fait, c'est vraiment de l'investissement. Quand j'avais commencé, rien qu'avec le concept, j'avais commencé avec une seule formation, mais en vrai, je t'ai dit une seule formation, mais en vrai, je me suis formée pendant un an. J'ai mis au moins 10 000 euros de formation. Est-ce que vous entendez 10 000 euros de formation? On ne va pas parler de son chiffre d'affaires parce qu'on ne va pas fâcher les gens ici. Mais dites-vous, si elle a mis 10 000 euros, c'est que derrière, il y a du résultat. En fait, l'argent que je gagnais à chaque fois, je dis bon, allez, on va mettre de côté à chaque fois parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques, même dans le monde du bien-être, dans tout. Et il faut qu'on soit à la page. Et j'allais me former parce que on a toujours à apprendre. On a plein de choses à apprendre. On a plein de choses même à se dire, bon, ok, là, ça fait un moment que j'ai fait une formation, mais là, je sais que mon esprit a besoin de quelque chose de nouveau. Et quand tu apprends, tu changes, tu évolues et tu donnes encore le meilleur de toi-même, en fait. Tu fais ressortir ça. C'est tellement important de se former. Et il faut en parler aux bonnes personnes parce que sinon, on va nous prendre pour un fou. Moi, un jour, j'avais payé une formation d'1 jour pour rencontrer une personne. J'avais payé 1 800 euros juste pour une journée. Mais t'es fou, une formation, 1 800 euros. Encore, ça sert à rien du tout. Hein. Je connais des personnes qui sont parties aux États-Unis pour aller faire des workshops de 2 jours. Ils ont payé des 10 000 euros. Des workshops à 10 000, 15 000, des masterminds hyper chers. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on fait ces formations-là, on va rencontrer des gens qui ont le même mindset. Parce que c'est aussi la difficulté, ce qui empêche malheureusement beaucoup de personnes d'avancer, c'est que ton entourage là, c'est quoi ton entourage? Est-ce que c'est des gens qui se forment? Est-ce que c'est des gens qui veulent entreprendre? Enfin, je n'ai rien contre les personnes qui ne veulent pas entreprendre, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si toi-même tu veux entreprendre, il faut que tu travailles ton entourage, il faut que tu puisses justement te former et autour de toi avoir des personnes qui se forment. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que je suis celle de mon entourage qui est totalement différente des autres. C'est toi qui tires les gens vers le haut. Voilà. Moi, j'aime faire ça, tirer les gens vers le haut et dire, en fait, tout est possible. Même au niveau du salaire, quand je dis, oui, il faut que je gagne tant, parce que un SMIC, c'est pas 1 200 euros. Ça, c'est l'État qui t'a dit que ton SMIC, c'est à 1 200, 1 300 ou je sais pas. Mais tu dois sortir. En fait, c'est pas la société qui doit te créer ton monde, qui doit te créer ton objectif. C'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, je me suis toujours dit, et je disais même à mon mari, je dis, bon là, mon SMIC c'est 3 000, mon SMIC c'est 5 000. Yes. Voilà, il faut que j'ai ça. T'as augmenté tes standards en fait. Les standards, c'est ça. Même le fait, par exemple, je sais, ça fait l'année dernière, pendant un an. J'ai dit, je vais voyager en classe business. Je vais voyager en classe business. Je vais voyager en classe business. Je le disais tout le temps, je le répétais tout le temps. Je me disais, mais ça sert à quoi? Mais c'est trop cher. Ça sert. Et là, dans 3 semaines, je fais mon premier vol Let's en go. classe business. Let's je go. me dis, mais c'est possible en fait. En fait, même moi, je me suis brisé une limitation même dans ma tête parce que je parle, je suis sûre et tout. Mais tant que ça se fait pas, je me dis, ça se fait pas. Mais là, je me dis, ok, en fait, tout ce que tu as fait, c'est pas pour rien. Et ce que tu dis, et ce que tu fais, ce que tu montres aux autres, ce que tu encourages les autres à faire, c'est pas pour rien. Ça porte des fruits. Donc là, je me dis, ok, dans un mois, je vais pouvoir voyager en classe business. Ok, c'est juste une place. Ok, c'est juste un truc. Mais c'est quand même quelque chose qui s'est réalisé et qui se dit, ça veut dire, hey, c'est possible. C'est possible. En fait. Et tu vas y arriver et tu es capable. Tu vois, tu es capable. Et je me dis, par exemple, une autre limitation que je me suis moi-même auto-enlevée, c'est que du coup, l'année dernière, du coup, j'ai fait mon deuxième enfant et je me suis toujours dit, oui, mais comment tu vas faire maintenant que tu as ton business, avoir un deuxième enfant? Parce que c'est vrai, c'est une question que on se pose en tant qu'entrepreneur et en tant que femme, du coup. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais ma société. Ouais, mon deuxième enfant, il arrive quand? C'est là en mode, comment on fait? Comment je vais faire pour travailler et en même temps, ok. J'ai dit, mais c'est pas grave, fais ton deuxième enfant. J'ai travaillé, j'ai touché des salaires que je n'ai jamais touchés pendant ma grossesse. Je suis allée jusqu'à 10 000 euros enceinte de 6 mois, 7 mois. Je travaillais. T'imagines? Je travaillais. Et en vrai, je me suis dit… Ouvrez bien vos oreilles là, parce que là, c'est de la masterclass. C'est de la masterclass. On vous dit, un enfant qui arrive, 2 bébés, 10K par mois. 10K par mois. Là, on parle de chiffres là. Et c'est possible. C'est possible. Et je me suis dit, ok,
Bon, bah, c'est possible. En fait, je me suis enlevé une limitation encore qui était un petit peu là. Et ben, elle est sortie. Et ça va aller comme ça. Et plus tu vas te former, plus tu vas t'ouvrir. Et même, tu vas rencontrer des personnes. Tu as parlé de l'entourage, c'est super important. C'est super important. Tout ce qu'on te dit, en vrai, tout ce qu'on te dit, si c'est pas dans ton événement, dans ton environnement, tu veux pas l'entendre, tu fermes tes oreilles. Moi, j'entendais des choses, je me dis, ok, ça c'était, je reformule la limitation qu'on vient de me dire. Oui, c'est pas possible ou quoi. J'ai, bon, ça c'est pas possible parce que toi tu dis que c'est pas possible, mais moi je sais que c'est possible. Tu reformules, tu mets toujours des barrières sur ce que tu entends parce que ce que tu entends, en vrai, ça met des petites graines dans ton cerveau, même si tu le sais pas. Et à chaque fois, je reformule. J'ai pas honte de reprendre quelqu'un et de lui dire, ah oui, d'accord, donc ça c'est ce que tu penses, ok, pas de souci. Mais du coup, moi je pense autrement. J'ai vraiment pas cette problématique de reformuler parce que c'est super important. Ce que tu sors de ta bouche, c'est bien, mais ce que tu entends dans tes oreilles aussi, c'est super important. C'est plus important. Ouais. Et justement, franchement, quand tu parles, je te sens extrêmement motivé. Comment tu fais, Lovely, au quotidien pour toujours avoir de la motivation? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des moments down, tu vois, de fatigue, tout ça, mais comment tu fais pour maintenir voilà, ta motivation au jour le jour? Parce que je connais le plan que j'ai sur ma vie, je sais ce que je dois faire, je sais où je dois arriver. Et en vrai, pour y arriver, c'est pas du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit. Donc, si tu te mets pas en marche sur la première marche, ça arrivera jamais. Parle plus fort pour qu'on entende. Non, mais c'est vrai. Parce que parfois, tu sais, quand les gens, en fait, ils se donnent des objectifs, tu vois, et qu'ils n'arrivent pas à les atteindre, ben en fait, ils sont complètement abattus. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que tu y ailles step by step. Yes. Si ton objectif, c'est 10 000 euros et que tu n'as pas fait forcément les 10 000 et que tu as fait 1 000 ou 2 000, c'est bien. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis très souvent, il faut très souvent regarder à la progression et pas forcément tout de suite à l'objectif. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait par exemple 100 000. Si je refais, je sais pas, 110 000, 120 000 alors que je voulais en faire 200, c'est bien, tu as progressé. C'est ça. Et parfois, les gens se découragent pour rien du tout. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut mettre aussi en place des stratégies de suivre les objectifs. Donc, je me fais des tableaux. Je suis Madame Tableau, Madame Excel, tout le temps. Excel, j'aime écrire aussi. Et je me dis, ok, ça c'est mes objectifs, on suit, même je suis mes finances, dépenses, tout ce que je fais, et dépenses et aussi ce que je gagne. Et à chaque fois, je me dis, ok, là, tu as dépensé ça, là, on est où dans l'année? Je fais ça dans l'année. Parce que c'est, ok, c'est bien de regarder mois par mois aussi, mais il faut regarder sur l'année, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois des progressions, même si des fois, ça va un petit peu plus en bas, mais après, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et c'est ça, en fait, il faut suivre ce qu'on fait. Si tu le suis que par tête, ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça l'année dernière et ça cette année, tu vas pas le voir. Quand tu vois ton objet, enfin, quand tu vois ce que tu as fait, là, quand je regardais mes tableaux, j'ai mes tableaux, je pense, depuis 2020, 2021 à peu près, 2020-2021. Et en vrai, quand je regarde mon tableau de 2021, je dis, waouh, ok, t'as progressé. C'est ça. Ça avance. C'est ça. Ça avance. Parce que des fois, tu te dis, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Des fois, j'ai tendance à beaucoup à me comparer. À comparer. Je dis, ouais, mais regarde là où elle en est. Ouais, mais regarde qu'est-ce qu'il fait. Ouais, mais regarde ci, ouais, mais regarde ça. Après, je prends ma vie à moi. Oui. Je prends ma vie à moi. Oui, mais toi, dans ta vie, t'en es où? Ok, t'as progressé en vérité. Donc, félicite-toi. Mais c'est important, tu vois, tu parlais du fait d'avoir des outils de mesure. Et je sais pas si tu connais tout le monde connaît la famille Rockefeller, une des familles les plus riches. Et justement, ce qu'il disait, Rockefeller, c'est que, il a appris ça de son père, qu'en fait, son père avait tout le temps un carnet où il notait toutes les dépenses et tout ce qui rentrait. Et lui, en étant jeune, il a eu cette habitude-là. Avec son carnet, de ce qui rentrait, de ce qui sortait, il tenait une comptabilité personnelle. Et c'est ce qui lui a permis, voilà, de pouvoir s'organiser pour pouvoir ensuite acheter des entreprises, lancer des business, parce qu'il tenait une comptabilité. Et aujourd'hui, si on veut progresser, il faut être capable de mesurer, d'avoir les KPI, de savoir, voilà, cette année, enfin ce mois-ci, j'ai fait tant, j'ai rencontré tant de clients, et ça, c'est des conseils que je donne justement aux commerciaux qui bossent avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux vendre tant d'appartements, tu veux rencontrer tant de prospects, il faut que tu puisses mesurer. Voilà combien de personnes tu dois rencontrer au premier rendez-vous, puis le deuxième, puis le troisième rendez-vous. Si tu ne mesures pas, comment tu peux progresser? C'est ça. Tu n'es même pas capable de me dire, l'année dernière, à même date, à pareille date,
ben, j'ai fait tant de rendez-vous. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es là en freestyle, mais j'arrive pas à progresser. Parce que les gens ne mesurent pas. Ouais. Et justement, je parlais de mes commerciaux. Bientôt, tu vas me rejoindre mon équipe parce que voilà, encore troisième casquette, c'est-à-dire que tu t'es déjà formé dans l'immobilier. Là, tu t'es dit, pourquoi pas éventuellement venir aussi vendre de l'immobilier. C'est quoi ces nouveaux challenges? Parce que tu es folle. Qu'est-ce qui se passe? Que tu veux tout l'argent du monde? Non. Pourquoi ce nouveau challenge encore? Non, en vrai, l'immobilier, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé. Au début, pour mon BTS, c'était soit BTS immobilier ou BTS tourisme. Je me suis mise en tourisme. Et l'immobilier, j'ai toujours aimé ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime. En fait, aussi, c'est donner aussi quelque chose de nouveau pour les autres, en vrai. Parce que quand tu es dans l'immobilier, tu cherches le bien pour les personnes. C'est leur nouvelle vie, c'est leur nouveau cocon ou c'est peut-être leur nouvel investissement. Enfin, c'est toujours ça. C'est en fait dans le but de toujours aider l'autre. C'est ça. Aider l'autre à avoir une meilleure vie. C'est ça. Mais c'est un projet de vie, parce que l'immobilier, c'est un projet de vie. Les gens, ils vont parfois rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans leurs biens. Et c'est des biens qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000. Parfois, on est engagé sur 25 ans. Donc, c'est vraiment un projet qui est attaché au cœur des gens. C'est ça. Donc, et moi, c'est toujours ce qui m'a plu. C'est pour ça que parfois, j'ai des personnes qui ont obtenu leur financement, ils étaient en pleurs. Parce qu'en fait, il y a une telle pression. Après, c'est vrai qu'aussi, il y a une pression sociale autour de l'achat immobilier. C'est pour ça qu'à chaque fois que je rencontre des gens, peu importe leur âge, parce que bon, toi, tu as eu l'opportunité d'investir très jeune, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément eu cette opportunité-là parce qu'il y avait une composition familiale qui était compliquée. Mais moi, peu importe ton âge, que tu aies 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu veux te lancer. Il y a toujours moyen de se lancer. Et c'est ce qui est bien, en fait, parce qu'en fait, il y a plein de profils différents. Et le but, c'est de pouvoir, on va dire, accompagner toutes ces personnes-là à atteindre leur objectif, en tout cas en termes d'immobilier. En tout cas, je suis très, très content de te voir dans mon équipe et je pense que tu vas beaucoup apporter aux personnes même autour de toi, de par ton expérience, de par ton vécu et de par du fait que tu as déjà mis un pied dedans, tu t'es formé. Et tout le monde n'a pas ces objectifs-là. Et moi, c'est ce que je dis à mes commerciaux. Il faut que sans cesse, vous soyez en train de vous former, en train de rencontrer des gens et développer vos relations. Aujourd'hui, tu veux être entrepreneur. Si déjà tu n'es pas capable d'échanger avec quelqu'un, comment veux-tu que demain les gens viennent dans ton salon, viennent dans ton concept ou achètent avec toi? Donc tu sais, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que des gens que tu as dans ton concept, ils vont se dire, et tu vas leur parler de ce que tu fais, ils vont dire, parce qu'ils ont confiance en toi, ils vont vouloir te suivre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. À la base, moi, je fais de la gestion de patrimoine et les gens sont venus me voir naturellement pour me dire, Gérald, je vends mon appartement. Ah, mais je ne suis pas agent immobilier. À force qu'on me le dise, je suis devenu agent immobilier pour vendre l'appartement de mes clients parce qu'il y avait cette relation. Et finalement, on se rend compte que la relation client, c'est un truc qui est hyper important. C'est ça. Comment tu fais, toi, pour pouvoir maintenir justement cette relation, cette régularité avec les clients? C'est vrai que selon les clientes, on a chacune nos affinités avec les clientes et tout. Mais c'est vrai que mes clientes m'apportent énormément quand même. Je donne beaucoup de conseils et tout, mais en vrai, mes clientes aussi me conseillent en vrai, même sur plein de choses. Et c'est ça aussi qui est bien dans cette relation. Et puis, je fidélise les clientes par rapport. Là, je vais organiser une journée une journée grateful, j'appelle ça, pour en fait les remercier. On va faire un événement bien-être, piscine, voilà, avec des choses à manger, des choses à boire pour leur dire merci. Parce qu'en vrai, sans elles, je mange pas. On n'est rien. Voilà, on n'est rien. Donc, merci parce qu'en vrai, elle m'apporte beaucoup. J'ai des clientes, ça fait 3 ans qu'elles viennent, 2 ans qu'elles viennent tout le temps. C'est leur rendez-vous, c'est notre moment de, elles me racontent leur vie. J'ai des clientes, j'ai suivi leur grossesse, j'ai suivi leur déménagement, j'ai suivi leur nouvel emploi. Enfin, en fait, on se dit, on a cette petite touche, comme on est dans leur vie. Même si on est juste là une fois par mois ou une fois de temps en temps dans l'année. Même j'ai une cliente, par exemple, qui n'a pas forcément les moyens, mais elle vient au moins 1 à 2 fois par an. C'est OK. Mais ça veut dire qu'elle revient et il y a toujours ce suivi aussi. Ça, c'est top. Et en fait, c'est ce qui est bien, c'est
parfois, en fait, on pense que on va préférer les clients par rapport au nombre de fois qu'ils viennent. Mais en fait, c'est pas ça. Ouais. C'est en fait l'énergie qu'ils ont, c'est on va dire la relation que tu peux développer avec ce client, l'empathie que tu peux avoir, l'histoire du client. Moi, j'ai des clients, ils ont des histoires qui sont hyper touchantes. Et c'est pas forcément les clients qui m'ont rapporté le plus, mais j'aime bien leur histoire, donc je vais un peu plus me décarcasser pour eux, je vais faire des efforts pour eux. Il y a même des clients pour lesquels, au niveau de mes honoraires, je les ai supprimés parce que en fait, voilà, j'ai voulu les aider, mais ça fait partie du jeu en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, voilà, il y a des clients qui vont tout le temps revenir parce que voilà, c'est un moment où ils se disent que quand je suis avec Gérald, quand je suis avec Lovely, c'est un moment d'évasion, c'est un moment où on va rigoler. Bon, t'as vu que j'aime bien faire des blagues et je développe de l'humour. Et c'est quelque chose, les gens, ils ont besoin de ça en fait, parce qu'on est dans un monde où on est tellement stressé, surtout en France en ce moment, avec tout ce qui se passe. Comment tu gères ton stress, toi? Comment je gère mon stress? Bon, déjà. Est-ce que peut-être que t'es pas stressé aussi, hein? Oui, je suis hyper stressée. Non, je vais pas mentir. Tous les entrepreneurs sont stressés, de toute façon, à un moment donné. Mais bon, déjà, j'essaie vraiment de me faire masser, au moins une fois par mois. Ça, c'est ce que j'essaie de m'instaurer. Parce que je me dis que j'en ai énormément besoin. Il faut pas que je rentre dans ce cercle où je travaille et puis je pense pas à moi et puis après bam, down. Non, on peut pas. Donc, comment je gère mon stress? J'essaie de prendre des moments pour moi quand même. Des moments avec ma famille. De me dire, bah voilà, tu vois, hier, hop, j'ai pris un moment avec avant-hier ou hier, je sais plus, avant-hier. J'ai pris un moment avec ma famille, on sort. Ok. On sort du quotidien. Là, on a besoin de 3 jours de vacances. Là, on a besoin de ça. J'essaie quand même aussi d'avoir cette gestion entre le professionnel et le perso. Il y a des moments où c'est un peu plus rude, où là, c'est focus travail. Je préviens mon mari. Là, par contre, pendant quelques mois, ça va être focus travail, focus travail. C'est des périodes comme ça. Et puis, il y a des moments où tu sais prendre du temps pour ta famille. Mais c'est important ce que tu dis parce que parfois on pense que c'est la quantité qui est importante, mais finalement c'est la qualité. C'est-à-dire avoir des moments de qualité avec ses proches. C'est pas partir chaque vacances scolaires en République dominicaine, en Guadeloupe et compagnie. Non, c'est-à-dire que je vais avoir des temps de qualité avec mes enfants, un temps où je vais me bloquer 1 heure, où on va leur raconter une histoire, on va parler, on va leur demander comment ils se sentent, avoir des moments de qualité avec son conjoint, avoir des moments de qualité avec ses proches, c'est ça le plus important parce que finalement, la quantité, on ne pourra pas forcément la donner parce que y a des périodes fastes. Moi, il y a des périodes dans l'immobilier, par exemple, la période, on va dire, de déclaration d'impôt, c'est une période... J'ai pas le temps. J'enchaîne. J'ai des centaines de déclarations d'impôts à faire. Et parfois, j'ai des clients, ils ont des dizaines d'appartements en nom propre. Quand tu rentres dans la 2044 et je dois rentrer, soumettre à la main. Et parfois, il y a le logiciel des impôts qui bug, donc je dois tout recommencer. Et tu fais ça fois 100, c'est incroyable. Donc il y a des moments comme ça où ça bosse beaucoup et il faut être au taquet. Moi, par exemple, c'est vrai que la première année où j'étais dans l'entrepreneuriat, vu qu'il n'y a personne qui m'a informé de comment ça se passait l'entrepreneuriat, oui, c'est bien d'entreprendre, mais en vrai, si tu t'entoures pas de personnes qui te disent là, par contre, il faut prendre du temps pour toi, là, si, là, ça, parce que des fois, avant, la première année, c'était un carnage. Mentalement, c'était un carnage. Je dormais des fois 4-5 heures du matin pour pouvoir travailler le soir parce qu'il y avait mon fils aussi à gérer la journée, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. J'arrivais pas à dormir. Je travaillais tous les jours. Je faisais du 7 jours sur 7. J'étais mal organisée, vraiment. Et puis après, je commençais à ne plus travailler le samedi. Tu vois, déjà rien que ça m'a alignée vraiment dans mon travail déjà. Je me suis dit tous les samedis, je travaille pas. Et en vrai, depuis ça, bon après, si j'ai des formations, ok, je vais travailler tout ça. Mais sinon, en temps normal, le samedi, c'est off. Ne parlez pas de travail, vraiment. Même dans mes pensées, il faut pas que je pense à formation. Faut pas que je pense à... Non. Là, un moment de repos. Off, vraiment off. Le samedi, c'est pour ta famille et tout. Et après, le dimanche, hop, let's go, c'est reparti. La semaine, elle est repartie. Mais au moins, juste un jour de repos dans la semaine, en vrai, ça m'a fait toute la différence. Super. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Lovely? Je sais pas. Déjà, moi, personnellement, je te souhaite de tout casser dans l'immobilier avec moi. Amen. Que tu fasses beaucoup de chiffres. Déjà, personnellement, je te souhaite ça. Déjà, t'es le mec qui pense que à son business, tout ça et tout. Amen. Je prends. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter d'autre? Le courage. Yes. Ouais, du courage pour pouvoir, pour organiser tout ça en vrai. Une fois qu'on organise tout,
Après, on peut bien mettre notre énergie. Ouais, tu mets tant de pourcents là, tant de pourcents là, tant de pourcents là, tel jour, tel jour, tel jour. Une fois que tu as organisé, souhaitez-moi l'organisation. C'est ça. Souhaitez-moi l'organisation. Super. Bah, ce sera le mot de la fin. Okay. Merci Lovely, merci Avec pour plaisir. ton temps. Merci pour la masterclass, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment une masterclass, cet épisode-là. Franchement. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre tes coordonnées dans la description. Donc, pour tous ceux qui sont dans le sud, n'hésitez pas à aller visiter le concept de Lovely. Donc, voilà, elle va bien s'occuper de vous. Elle fait un travail extraordinaire. Vous avez vu comment elle travaille avec le sourire, la joie. Et franchement, elle envoie vraiment du lourd, du lourd, du lourd. Donc, n'hésitez pas à repartager cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Ok. À bientôt. Bye bye.